Eh bien salut à tous, comme promis, aujourd'hui vidéo sur mon nouveau moniteur, donc le Gigabit G34 WQC. Donc c'est un 34 pouces en 21 neuvième. Je vais le comparer à mon ancien moniteur qui était également en 21 neuvième et qui était en 35 pouces AOC. On va voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu entre ces deux modèles en quelques années. Que ce soit au niveau des features, que ce soit au niveau du prix, de la dalle en elle-même. Et on va comparer tout ça. C'est parti! Alors avant d'entamer la vidéo dans plus de détails, je tiens à préciser que je ne suis pas un testeur de moniteur, j'ai pas la méthodologie pour, j'ai pas les outils pour non plus. Donc du coup moi ce que je vous propose c'est mon ressenti, que ce soit à l'usage depuis du coup quelques années de ces deux moniteurs, là de ce nouveau moniteur depuis 2 semaines maintenant, des forces et des faiblesses que j'ai eu, des petits problèmes que j'ai eu. On pourra aussi parler du coup du 21 neuvième en règle générale et si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas. Depuis le temps que j'utilise, je pense que j'ai du recul pour vous en parler. Donc voilà. Alors ce moniteur Gigabit est un moniteur donc 34 pouces avec une dalle VA incurvée en 1500R et également une vitesse de rafraîchissement de 144 Hz avec FreeSync Premium et le G-Sync est supporté de type non officiel jusqu'ici. Donc du coup c'est une dalle qu'on commence à retrouver dans quelques moniteurs qui ressemblent du coup étrangement à celui-ci. Il y en a un chez Xiaomi, donc le Xiaomi Display. Il est également présent chez AOC, donc c'est le CU34 apparemment. Le Yamaha G-Master je ne sais plus combien. Et donc ce Gigabit, il y en aura probablement d'autres qui suivront. Toujours est-il que je pense dans les grandes lignes, ces 4 moniteurs là devraient vraiment se ressembler beaucoup, que ce soit au niveau des forces et des faiblesses. Alors après, il faut savoir aussi que c'est pas parce que c'est la même dalle qu'ils seront exactement pareils, que ce soit au niveau des réglages ou de l'OSD. L'overdrive peut être géré de façon différente entre les constructeurs, donc il peut y avoir quelques petites différences. Mais dans les grandes lignes, ce sera quand même le même matos. Donc je pense que si vous en achetez un, les autres sont quand même très comparables. Moi, ce qui a fait la différence pour ce Gigabit, c'était le prix et la garantie qui était de 3 ans. Et apparemment, Gigabit a plutôt une bonne réputation au niveau de sa garantie sur les moniteurs. Donc j'ai préféré ça au Xiaomi. Pour autant, le Xiaomi, quand il est sorti, il y avait vraiment d'excellents deals chez Cdiscount où il était vendu en avant-première, entre guillemets. Où il y a des moments où on pouvait le toucher à 375, 370 €, livraison comprise. Bon, j'ai payé le mien à peu près 450 balles. Je dirais que la garantie d'un an supplémentaire, je l'ai payé quoi. Mais depuis, hein, le Xiaomi a monté de prix également. Parce que généralement quand Xiaomi lance un produit, il y a une petite réduction pendant quelques temps pour le lancement et après le prix officiel remonte. Mais du coup ça fait que ce Gigabit est moins cher que le Xiaomi. Petite montée de prix d'ailleurs hein, de l'écran chez le shop hardware.fr où je l'ai acheté, donc, qui appartient à LDLC. Je vois qu'actuellement il est proposé à 480 balles, donc sans la livraison. Et moi quand je l'ai acheté il était à 456. Donc la taxe LDLC à son meilleur. Les prix grimpent. Alors il est également proposé chez Amazon à 455 € là du coup, livraison comprise en précommande pour quelque temps. Bon, sur le shop LDLC c'est pareil, il n'est pas dispo actuellement, moi j'ai dû attendre quelques semaines avant de l'avoir aussi. Au niveau du moniteur en lui-même, alors je vais souvent comparer avec mon ancien moniteur parce que c'est vraiment les deux choses les plus faciles à comparer. Hein. Je dirais que celui-là c'est l'ancienne génération, il a quelques années, il était beaucoup plus cher que celui-ci. Pour autant, il est beaucoup moins bien. Alors ça fout un peu les boules quand on a payé 800 balles pour celui-ci. Il avait quelques problèmes. C'est pour ça que je ne l'ai pas revendu, et c'est aussi pour ça que j'en ai racheté un autre. Donc du coup, sur ce nouveau Gigabit, il propose 2 entrées HDMI et 2 entrées DisplayPort, ce qui était quelque chose de très intéressant pour moi. Pour une comparaison, mon ancien moniteur, lui, il avait un HDMI et un DisplayPort uniquement. Donc là, je peux brancher 4 choses différentes sur le même écran et je n'ai qu'à changer d'entrée pour pouvoir les utiliser tout simplement.
qui permet d'être beaucoup plus versatile, surtout quand on a un setup à double PC pour le streaming avec des consoles. C'est plus cool d'avoir beaucoup d'entrées, et ça permet de moins jongler avec les câbles. Petit souci, hein, j'avoue que j'ai eu à la livraison, c'était le câble DisplayPort. Faites quand même attention, le câble fourni était ok, mais il n'était pas parfait, ce qui fait qu'à certains moments il y avait du flickering, donc ça faisait des genres de scintillements sur l'écran. Au début je pensais même que j'avais un souci avec mon écran, c'était pas le cas, c'était le câble. Mais bon, dans un premier temps, j'avais utilisé l'ancien câble de mon ancien écran, où là c'était vraiment une catastrophe au niveau du flickering, et l'écran même parfois s'éteignait et se rallumait. Quand j'ai changé pour le câble que j'avais reçu avec l'écran, c'était mieux, c'était pas parfait, et bon déjà il s'éteignait, il se rallumait plus, donc ça c'était très bien. Par contre, il y avait un peu de scintillement. En achetant un câble, du coup chez Amazon, un câble vraiment 1.4 de meilleure qualité, là j'ai plus du tout de problème depuis. Bon, je trouve un peu dommage que le câble fourni avec l'écran n'était pas d'assez bonne qualité, donc il faut le savoir. Après, à vous de voir, hein, j'ai peut-être pas eu de bol, j'en sais rien. Mais la qualité du câble est vraiment importante, et j'y ai pas pensé tout de suite, hein, j'avoue, du coup, en première impression, au début, j'étais un peu... il y a peut-être un problème. Bon, bah du coup, il est réglé. Depuis, tout va bien. Au niveau de l'accessibilité de l'OSD, c'est un bouton unique, du coup, qui fait un peu joystick. Donc on l'oriente vers le haut, vers le bas, une fois qu'on a appuyé dessus. Donc c'est plutôt facile d'utilisation, et c'est aussi le bouton qui sert pour allumer et éteindre le moniteur. Un peu plus pratique là aussi encore que sur mon ancien écran, qui marchait un peu de la même façon, mais qui était moins... enfin je sais pas, l'OSD était un peu plus bordélique. Enfin, de toute façon, les OSD c'est toujours un peu bordélique, je trouve. On s'y fait. Toujours est-il qu'à l'usage, je préfère l'OSD du nouveau. Il y a aussi un peu plus de réglages, que ce soit au niveau des contrastes, des différentes sorties qui peuvent être réglées de différentes manières. Donc c'est plutôt bien foutu, j'en suis plutôt content à ce niveau-là aussi. Alors après, la courbure, c'est du 1500R, sur mon ancien moniteur c'était du 1800. Alors la courbure, si vous n'avez jamais eu d'écran incurvé, surtout de cette taille-là, au début, ça fait un peu bizarre, j'avoue. Par contre, on s'y fait très vite, et je dirais, enfin moi, après quelques années, enfin même après quelques semaines, hein, quand j'avais eu le premier, on s'en aperçoit même plus. Pour autant, je trouve que la courbure est importante sur ce type de moniteur, vu le champ de vision assez large. Je dirais que si l'écran était vraiment tout plat, ce serait même moins bien. Alors je sais que certains n'aiment pas les écrans incurvés. Bon, pour le coup, le 1500 contre le 1800R, j'avoue, j'avais même pas fait gaffe. Je vois pas trop la diff. C'est vraiment quand je regarde au-dessus de l'écran que je vois que l'ancien est plus incurvé que le nouveau. C'est pas un argument non plus incroyable, je trouve, mais appréciable. Au niveau du rendu des couleurs, là c'est pareil, je trouve que celui-ci est un peu plus pétant au niveau des couleurs que mon ancien moniteur, qui est un peu plus terne. J'ai pas vraiment changé les réglages d'usine de l'ancien, et là j'ai laissé ceux-là d'usine aussi pour le nouveau, pour faire comparaison un peu faire. Bon, c'est plus appréciable, enfin ça change quoi, ça change le rendu. C'est pas non plus incroyable, hein. Les écrans, enfin sur des dalles VA, le rendu des couleurs est toujours très bon, c'est pas vraiment de souci des dalles VA. Donc j'en suis content, et j'étais aussi content de l'ancien, donc pas grand chose de mal à dire à ce niveau-là. Alors le HDR, bon alors le HDR, ça il n'y avait pas sur l'ancien. Sur celui-ci c'est du HDR 400, donc autant dire que le HDR n'est pas supporté. Le HDR 400 c'est vraiment une appellation marketing pour dire de cocher une case sur les specs de l'écran, mais concrètement à l'usage c'est nul. Ça marche pas vraiment, ça sert à rien, enfin, vous pouvez l'essayer, vous faire une idée, si vous achetez un moniteur qui le supporte, mais de la vie générale, c'est purement gadget, et c'est pas vraiment du vrai HDR. Alors le FreeSync, ce qui aussi m'a fait acheter cet écran, c'était qu'il supportait le FreeSync et le G-Sync. Alors il faut savoir qu'à la sortie de l'écran, il était vendu comme G-Sync compatible, ils ont enlevé ça par la suite. Pour autant, ça fonctionne tout à fait bien en G-Sync ici. Alors je sais pas s'il y a eu des problèmes quelconques.
ou que Nvidia a demandé qu'ils enlèvent l'assertif, j'en sais rien. Toujours est-il qu'en G-Sync et en FreeSync, ça fonctionne. J'ai pas de problème particulier à l'usage. Alors il faut savoir que comparé à mon ancien AOC qui lui était G-Sync natif, donc le G-Sync, je dirais old school, qui a tendance à disparaître, donc avec la puce d'Nvidia qui est intégrée à l'écran. Honnêtement, je vois pas trop la différence entre ce G-Sync natif et mon nouveau. Par contre, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que la grosse différence, généralement, c'est la plage de support du FreeSync, qui fonctionne de, je sais plus, de 40 FPS à 144 FPS. Je sais pas, hein, je dis des chiffres au pif, là. Ou, par exemple, sur les G-Sync natifs, ça pouvait aller de 30 à 100 et des brouettes aussi. Donc c'est là-dessus qu'il faut garder un œil, hein. Et c'est là-dessus que la différence se fait principalement, mais sinon, à l'usage, il n'y a pas de tearing, ça fonctionne très bien. Je vois pas de différence entre mon ancien G-Sync et mon nouveau. Par contre, du coup, j'ai le choix entre une carte graphique Nvidia ou AMD sans avoir à perdre cette feature. Alors le G-Sync et le FreeSync, c'est une très bonne feature. Ne pas l'avoir, c'est pas non plus dramatique. Si vous avez la carte graphique qui est capable de balancer votre taux de rafraîchissement de façon constante, alors si c'est pas le cas, par contre, c'est plus gênant, mais on va toujours dire que c'est mieux avec que sans. Bon, moi perso, ça me ferait chier de pas l'avoir, mais il y a des gens qui arrivent très bien à vivre sans aussi. Alors par contre, les 144 Hz contre le 100 Hz de mon ancien moniteur, est-ce que ça se ressent? Je dirais qu'à l'usage, pas vraiment, pour moi. Alors autant le passage de 60 à 100, alors pour moi c'était vraiment... Enfin je le perçois même sous Windows. Le 100-144 sous Windows, bon... je vois pas trop la diff. Alors je sais que pour certaines personnes ce sera pas le cas, ils le verront. Enfin je dirais que ça c'est à la sensibilité de chacun. On n'a pas tous les mêmes sensibilités au niveau des yeux sur certaines features, hein. Je dirais que moi, au-dessus de 100 Hz, c'est très bien. Bon alors, pour autant, quand on me met deux images, une qui défile à 144 Hz, la même, et qui défile sur l'autre moniteur à 100 Hz, je le vois. Est-ce que c'est dramatique? Non, mais c'est perceptible. Par contre, je dirais que quand j'utilise mon PC et qu'on joue à des jeux, bon là par contre, je vois pas trop la diff. Le ghosting. Alors ça, c'est un truc qui revient souvent dans les critiques des DAL VA. Alors il faut savoir que les DAL VA actuelles ne sont plus les mêmes que les anciennes DAL VA, ils ont quand même pas mal corrigé les défauts. Le ghosting est présent, oui, bon, comme sur tous les moniteurs. Est-ce que moi ça me gêne? Pas plus que ça. Le reverse ghosting, je le vois pas. Sur l'ancien, il était un peu présent. J'ai pas d'effet de scintillement sur celui-ci par rapport à mon ancien où il était perceptible sur certaines scènes, dans certains jeux aussi, ou sur certains types de couleurs à l'usage sous Windows. Alors faut savoir que moi j'utilise principalement mes moniteurs en gaming et parfois aussi un peu de retouche photo. Bon, que ce soit au niveau du rendu des couleurs, les rendus des noirs est vraiment très bon sur les DAL-VA. Je dirais que les plus gros reproches qui étaient faits au DAL-VA, c'était cette histoire de ghosting et de fluidité, enfin, qu'en jeu était moins performant que les DAL IPS. Ça, c'est encore une fois, c'est aussi à l'usage, hein. Moi, ça me va. Je vois, quand je joue, je ne le vois pas forcément. Par contre, je sais que certaines personnes, ça va les gêner. C'est comme le blur dans les jeux, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Est-ce que c'est aussi dramatique que du blur dans les jeux? Je ne pense pas. Par contre, je dirais qu'un 34 pouces, c'est vraiment plus destiné à un joueur qui préfère les jeux de type simulation, RPG, plus des trucs immersifs que par exemple, du FPS compétitif. Si je devais être joueur de FPS compétitif, je me dirigerais plus vers un 27 pouces. Pourquoi? Parce qu'au plus l'écran est grand, et comme sur PC on a tendance à être assez près du moniteur, 34 pouces ça commence déjà à faire quand même une bonne taille, hein. Donc on commence déjà à avoir les yeux et la tête qui doit bouger à certains moments pour pouvoir voir ce qui se passe dans les coins. Ce qui fait que par exemple dans un FPS vous pouvez rater des choses qui se passent au milieu de l'écran si vous êtes en train de regarder plus sur la droite ou sur la gauche, par exemple. Je sais pas si je suis clair, mais enfin, je dirais qu'on arrive à une taille peut-être un peu trop grande pour ce type de jeu, et j'aurais tendance à recommander des tailles plus petites du coup pour les jeux compétitifs. Par contre, pour tout ce qui est RPG, MMORPG,
jeux de bagnole, FPS solo, tout ça, moi je trouve que ça apporte vraiment un plus, le 21/9. Et j'aurais vraiment, vraiment beaucoup de mal à revenir en arrière. Ça me ferait chier, j'avoue. J'en suis très content. Le support dans les jeux, alors j'ai pas vraiment de soucis avec ça. Je dirais que quasiment tous les jeux qui sortent maintenant ont le support du 21/9 directement. Alors il y a des jeux où ça va être supporté sur toutes les scènes, d'autres où, par exemple, il y aura 2 bandes noires ou pas noires pendant les cinématiques. Et par exemple, quand on est en train de jouer, ces bandes disparaissent. Pour laisser du coup le full écran en jeu. On s'y fait aussi. C'est un peu dommage, hein. Moi j'avoue, je préfère quand les jeux supportent tout le temps le 21/9, c'est beaucoup mieux. L'histoire des 2 bandes, ça a tendance à disparaître aussi. Il y a même d'anciens jeux qui supportent ça très bien, hein. Dernièrement, je jouais pas mal au MMORPG Star Wars KOTOR, là. Bon, j'étais plutôt surpris de voir le 21/9 natif même dans les cinématiques, même si ça a posé quelques soucis à certains moments. Mais c'est fonctionnel. Pourtant, c'est un jeu qui a plus de 10 ans. Mais je dirais que dans la très très grande majorité des jeux, il y a le support natif. Il y a évidemment des exceptions à la règle. J'avoue, dans tous les jeux auxquels j'ai joué dernièrement, j'en ai pas vu. Mais ça existe. Pour ce qui est des consoles, alors, je joue à la PS4, à la Switch, tous ces genres de trucs-là. Évidemment, quand vous utilisez le moniteur, ben, vous avez effectivement 2 bandes noires de chaque côté, parce que du coup, les consoles ne le supportent pas nativement. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Je sais qu'il y a des personnes que ça va gêner. À l'appréciation de chacun, je dirais encore une fois. C'est difficile de donner un ressenti. Moi, bon, quand je joue à ma console, j'ai pas de problème. Ça me pose pas de problème, les 2 bandes noires, j'y fais même plus attention en force. Elles sont là, oui. Est-ce que c'est vraiment un deal breaker pour moi? Non, pas vraiment. Par contre, le support des résolutions plus basses, ça marche pas trop mal sur celui-là. Sur mon ancien moniteur, c'était un peu moins joli. Alors évidemment, ce sera jamais aussi bien que la résolution native. Ce serait vraiment cool que les nouvelles consoles supportent le 1444p natif pour au moins dire d'avoir une résolution proche du moniteur en lui-même, plutôt que d'avoir un truc upscalé. Pour autant, l'upscaling est pas trop mal. Moi, je trouve de meilleure qualité que sur mon ancien. Après, ça me dérangeait pas non plus plus que ça. Alors, évidemment, c'est toujours moins sympa que sur ma vieille télé HD. J'ai pas la 4K. Mais pour moi, ça va. Usage console, c'était correct. C'est correct aussi là-dessus. Ça m'enlève pas le plaisir de jeu, je dirais. Même si c'est évidemment pas les conditions optimales. Donc également, problème potentiel, c'est en usage streaming. Par exemple, moi, je stream en 21/9 sur Twitch. Alors, il n'y a pas de support natif du 21/9 sur Twitch, parce que la résolution n'est pas supportée. Twitch ne supporte rien au-dessus du 1080p pour le moment. C'est plutôt gênant. Je sais que sur Twitch, enfin sur YouTube, j'aurais pas ce souci-là si je streamais sur YouTube. Pour le moment, je préfère streamer sur Twitch. Ça changera peut-être par la suite, j'en sais rien. Pour autant, il y a moyen de faire avec. Quelques images de, par exemple, quand moi je stream, j'utilise donc du coup la taille 16/9 normale, j'y intègre mon écran sur le haut de l'écran, du coup, et il reste du coup une bande en bas où là du coup je peux caser ma webcam, le chat, les alertes, les follow, les machins, au lieu d'avoir ça sur mon écran de jeu comme c'est souvent le cas, ce qui me permet de garder du coup le full screen sans rien dessus. Le gameplay, il n'y a rien qui déborde. Alors, est-ce que c'est mieux que d'avoir le full écran supporté nativement? Non. Je préférerais pouvoir même caser ma webcam à droite, à gauche, où je veux. Tandis que là, bah oui, effectivement, il y a toujours une bande en bas de l'écran qui du coup n'est pas vraiment utile. Bon, c'est effectivement un souci. Après, je pourrais tout à fait streamer et utiliser mon écran comme un 1440p, mais j'avoue, ça m'emmerderait. Donc du coup, je fais comme ça. Je pense que c'est le meilleur compromis actuel jusqu'à ce que Twitch change le support du 21/9 peut-être un jour.
Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne in-game, où vous pouvez voir du coup mon setup. Bon alors, faut garder à l'esprit que c'est filmé avec un téléphone, ce sera pas foufou. Mais voilà un petit peu ce que ça donne sur mon bureau. Par exemple, si j'étais en train de streamer, donc là c'est Horizon Zero Dawn. Donc on peut voir effectivement qu'il y a les deux bandes noires à droite et à gauche pendant les cinématiques. Je vous montre ce que ça donne en 21/9, donc quand c'est in-game, comparé à tout à l'heure, là vous voyez bien qu'il n'y a plus les bandes blanches, et là, du coup l'image est plein pot, et ça apporte vraiment un effet cinématique vraiment sympa, comparé au 16/9 je trouve. Bon, vous excuserez le fait que je n'ai pas de stabilisateur, donc du coup c'est moi qui tiens mon téléphone et qui bouge un petit peu. On fait avec les moyens du bord. Après, je pense qu'il y a assez de vidéos sur YouTube en 21/9 pour vous faire une idée, je pense, de ce que ça donne en conditions d'usage. Même si vous avez un écran 16/9, vous ne pourrez jamais vraiment voir exactement ce que ça fait avant d'avoir testé. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cet écran. Moi, dans l'ensemble, j'en suis très content. Le 21/9 également, je pense que vous avez pu le comprendre. Alors, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Je pense qu'il y a des gens à qui ça ne plaira pas. C'est tout à fait normal. Je vous conseillerais d'essayer de tester ça chez quelqu'un qui en possède un, ou dans les boutiques, de voir un petit peu ce que ça donne. Même si je pense que c'est vraiment juste à l'usage que l'on se rend compte si on apprécie la chose ou pas. Donc bon, à vous de voir. Toujours est-il que je trouve qu'à ce prix-là, ces moniteurs sont vraiment pas mal. Avoir un moniteur en 3440 par 1440, avec G-Sync, FreeSync, 144 Hz, avec autant d'entrées vidéo de cette qualité-là, comparé au où on était il y a quelques années, je trouve ça quand même que c'est vraiment un bon deal. Après, il faut savoir que les écrans 34 pouces, ça prend de la place. Il faut avoir un bureau assez grand, hein. Je vous conseille de faire attention quand même. Mais pour moins de 500 €, voire parfois des deals, à mon avis, à 400, voire moins, je trouve que ça vaut carrément le coup. Après, c'est à vous de voir. Je peux pas vous faire plus de... vous donner plus d'infos que ça. En tout cas, j'espère que ça va vous apporter des infos intéressantes. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, ou à venir me voir en stream si vous avez des questions également. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Toujours est-il, c'est des bons moniteurs. Moi, j'avoue, j'apprécie beaucoup. Et je pense que si vous achetez un de ces 4 moniteurs jusqu'ici, je pense pas que vous serez déçus. Donc prenez celui qui vous plaît le plus au niveau du design, celui qui vous propose la meilleure garantie et le meilleur prix, évidemment. Parce que je pense qu'au niveau, après, de la dalle en elle-même, je pense pas qu'il y ait de différence majeure entre tous ces moniteurs qui utilisent cette même dalle. J'avoue, j'aurais préféré avoir cette nouvelle dalle que l'ancienne que j'ai depuis quelques années, même si elle est encore correcte. J'ai pas parlé des soucis qu'elle a, mais il y avait du flickering, le moniteur qui a tendance à s'éteindre et se rallumer tout seul. Dans certaines scènes, donc il fallait changer l'entrée vidéo et revenir sur le display porte après pour fixer le problème. Alors ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça que ça marchait. Donc c'est quelque chose que je devais faire à chaque fois que le souci venait. C'est-à-dire à chaque fois que j'éteignais et que je rallumais le moniteur. Alors c'était pas dramatique, mais c'était un problème. Après moi je voulais le support FreeSync, G-Sync, au cas où je changeais de crèmerie au niveau carte graphique. Ça me laisse le choix, tu vois. C'était vraiment un avantage pour moi. Donc voilà. Voilà. Pour des tests plus poussés, n'hésitez pas à aller voir par exemple chez Hardware Unboxed où ils testent le moniteur de chez Xiaomi. Je mettrai le lien dans la description. C'est la même dalle, donc je pense que grosso modo c'est les mêmes perfs. Avec évidemment un OSD différent et des réglages au niveau de l'overdrive et tout ça différents. Ils ont un test plutôt sympa sur le moniteur de Xiaomi, et je pense que la conclusion c'est un peu la même que la mienne. Alors c'est peut-être pas les meilleurs moniteurs pour tout, c'est peut-être pas les plus performants pour tout, mais ils sont pas mauvais, et pour le prix c'est vraiment pas mal, donc voilà. Donc prochaine vidéo qui arrivera également bientôt sur un tout autre sujet, je pense, évidemment. Toujours sur le hardware, mais je pense qu'on repartira sur les cartes graphiques et tout ça. Des gros bisous, à la prochaine, salut!